Alors, la deuxième. Oui, le roi, eh bien justement, nous allons parler de Macky Sall. Est-ce que vous avez, voilà, vous faites souvent le relais, donc Paris, France, Sénégal, vous préférez même profiter du Sénégal. Alors, quelle est la politique? Comment vivez-vous? Moi, j'ai entendu que c'est très difficile en ce moment, économiquement, socialement, au Sénégal. C'est vrai que votre invitation a quelque chose de piège. Je ne prends jamais de position politique, je ne mélange pas les deux. Je vais vous expliquer. Dans mon travail d'anthropologue, j'ai eu très mal pour Cheikh Anta Diop, un homme brillant, un chercheur excellent, mais qui a été mis en quarantaine par une bonne partie du milieu scientifique. J'ai voulu savoir pourquoi, parce qu'il y a des non-dits. Ça, c'est très propre à la civilisation occidentale. J'ai eu à discuter avec deux grandes figures. Celui qui m'a servi de directeur de thèse, malgré son âge avancé, le professeur Claude Lévi-Strauss, oui. Et Yves Coppens, mon collègue paléoanthropologue, oui. Yves Coppens. Pourquoi? Eh bien, ces hommes avaient la même admiration pour Cheikh Anta Diop. Mais il y a des chercheurs, c'est propre à l'Afrique, puisque c'est un continent qui a été dominé. Cheikh Anta Diop ne pouvait peut-être pas faire autrement, c'est-à-dire mélanger recherche scientifique et idéologie. Ou même certains diront, et activisme politique. Parce qu'on part du principe que les deux ne font pas bon ménage. Voilà pourquoi jusqu'ici, j'évite personnellement de me lancer dans cette voie. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Et les appuis que vous cherchez, vous ne les aurez pas. Parce que c'est un monde, c'est un univers d'idéologues que vous aurez en face de vous. Et vous croyez que si la vérité était palpable, on l'accepterait. Je suis revenu de ces illusions. Regardez la deuxième partie, justement, d'antériorité, où j'ai répondu aux critiques. J'ai dû même ménager des intellectuels de gauche qui avaient un peu servi l'Afrique. Je pouvais les scier en deux, comme on dit. Et ils ont vu que je me suis arrêté à mi-chemin dans mon argumentation parce que c'était catastrophique. Et ainsi de suite. Alors donc ici le poids des arguments c'est du côté africain. Je regrette. On a eu un débat. Les Noirs charbon comme nous, là, il n'y avait que moi et Cheikh Anta Diop. Plus un Soudanais, Abdallah. Alors, c'était un peu épique au début. Enfin, je donne une anecdote, puis je vais le résumer. Dès le départ, Cheikh a posé le problème que en Égypte, le mot pour noir, c'est Kemet, c'est noir. Et Abdallah, égyptologue du Soudan, a contesté. Il a dit que non, c'est pas comme ça. Alors moi qui sommeillais un peu, parce que le café n'était pas encore l'heure du café, on se réveille, j'ai dit, qu'est-ce que ça devient chaud cette affaire-là. Mais j'ai dit, ah, lui l'égyptologue aussi, tout le monde, c'est ici, il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas. Hein. Si Abdallah dit comme ça, ah,
il peut avoir... Est-ce qu'il a raison? J'ai réfléchi. C'était pas possible. Mais pourquoi il dit ça? Apparemment, il a tort. Mais je sais pas. Il ne faut pas dire que tu as tort. Il faut attendre d'abord. Cheikh dit que c'est pas comme ça, Abdallah. Abdallah. Les deux, bon, on est mollo. On a dit un grammairien qui était là, Sonoron, connaît la langue, l'égyptien, il a une grammaire égyptienne. Cheikh dit, bon, écoutez, si des gens se trompent sur le mot noir, il y a des choses plus compliquées. Donc, si on s'arrête là, ce n'est pas la peine. Moi, je sors avec Obengon, s'en va. Parce que ce n'est même pas la peine de faire le débat. Déjà, si on se trompe sur le simple mot, oui, il y aura plus compliqué. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, nous demandons au professeur Sonoron de trancher ce problème avant de commencer. Sinon, nous, on s'en va. Moi, je dis cette affaire-là, je me redresse encore sur la chaise parce que c'était par haut alphabet. Le clan Obengan, Aduri, Sonoron, nous, on était, Cheikh était de l'autre côté, là, les Diop, l'Abdallah, etc. J'ai dit, c'est pas possible. Et Sonoron était un peu hésitant. Ah, le Cheikh a insisté, il a dit, non, monsieur Sonoron, s'il vous plaît, vous devez vous prononcer parmi nous là, vous êtes le grammairien, il faut vous prononcer avant qu'on continue, sinon ça ne sert à rien. Parce qu'il y aura plus difficile qui va venir. Déjà, on ne connaît même pas le mot égyptien pour dire noir. À quoi c'est de s'asseoir ici? Non, je pars. Je retourne à Dakar. Ah, mais Cheikh est radical, il faut des compromis aussi. Non? Bon, Sonoron se décide à la fin. Il dit oui, effectivement, quand il y a les nomenclatures de couleurs égyptiennes, Kem rentre dans la catégorie du noir. Enfin, on fait toujours le malin, quoi. C'est un noir. Bon, enfin. Il voulait dire que c'est noir. Bon, Cheikh a dit, bon, d'accord, c'est noir, vous voyez bien que... Donc, on peut continuer le débat. J'ai dit, ouf. Et après, j'ai dit à Abdallah, pendant la question, j'ai dit, mais toi, Abdallah, pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu sais que c'est faux et tu insistes. Il faut être honnête parce que le débat, c'est pas comme ça. Il a dit non, j'ai dit non. Parce que quand même, tu mets le trouble pour rien. Tu es égyptologue, tu connais. Ici, c'est l'égyptologie. Quand quelqu'un parle, c'est pas... c'est sérieux, il faut être sérieux. Après, chaque fois, il me demande, oh, mais comment va Cheikh? Chaque fois, il me demande, si on se voit dans les conférences intéressantes d'égyptologie, oh, comment va Cheikh? J'ai dit, toi, tu n'es pas sérieux, Abdallah. Enfin, bref, le problème est le suivant. On a discuté le problème. La couleur de la peau des Noirs égyptiens. Est-ce que c'était noir ou blanc? Bon, les témoins oculaires, tels que Hérodote, tels que Aristote, dit que les Égyptiens sont noirs et crépus. Ils ont la peau noire, les cheveux que Mélanchrès est ici, Caille ou Litriquès. C'est-à-dire ils ont la peau noire, la couleur de la peau noire, et les cheveux contournés en tire-bouchon. Quand je prends le cheveu d'un blanc, un seul, je le mets ici. Quand je prends le cheveu d'un noir qui n'a pas défrisé, je le mets ici. Le cheveu du noir est contourné en tire-bouchon comme ça. Le cheveu du blanc est droit. Les nôtres deviennent droits quand les dames vont se défriser. Tu vois? Mais tant que ce n'est pas défrisé, c'est tout comme ça. Contournant au litriquaise. Et c'est ça qu'Hérodote dit. Il a vu les Égyptiens, pas momies mais vivants, au marché, au temple, dans la rue, etc. Il le dit. Aristote, qui était là-bas aussi, avec Alexandre, il dit que Agan Mélanès, et ça c'est Bilolo, un Congolais d'ici, qui a étudié ça aussi à fond, qui dit que Agan Mélanès, ils sont excessivement noirs, ils sont très noirs, trop noirs même, Agan Mélanès. Parce que vous savez la règle des stoïciens, Meden Agan, pas de trop, pas de choses en trop. C'est Meden Agan, c'est Agan. Pas trop, ne fais pas trop. N'aime pas trop la bouffe. Ne fais rien de trop. Pas trop, n'abuse pas. C'est la règle des stoïciens. Donc le mot Agan, c'est trop. Ils étaient trop noirs, ils sont trop noirs. Bon, ça, qu'est-ce qu'en pensent les réductions actuelles? Bon, Cheikh Anta doit faire des coupes de dosage de momie pour voir la dosage de la mélanine. Il a amené des échantillons. Il dit, si vous voulez voir, on va au laboratoire à la fac de biologie ici au Caire. On voit les échantillons. On voit le dosage de la mélanine.
Bon, même mieux, Manchester, Liverpool, école de médecine, l'école de Manchester aussi et Liverpool aussi, ils ont pris les mêmes échantillons pour doser la mélanine différente. Et le résultat était le même. Le même échantillon divisé en deux, et les deux ont fait indépendamment, le résultat est le même. It was not brown ou dark, mais black, donc noir. Enfin bref, ça c'est la couleur de la peau. On passe à la langue. Ils disent oui, l'Égypte est en Afrique si vous voulez, c'est pas au Proche-Orient. Bon, si vous voulez, c'était noir comme vous, si vous voulez, mais ne confondez pas race et culture. Ils peuvent être noirs comme vous, mais pas la même culture, parce que la langue qui exprime leur culture, l'Égyptien ancien, cette langue-là n'est pas apparentée à vos langues négro-africaines, mais plutôt apparentée aux langues sémitiques, comme l'akkadien, le babylonien, l'hébreu, l'aramaïque, le phénicien, l'arabe, etc., etc., ou le sud-arabique, ou l'éthiopien, le guèze, l'amharique. Donc, mollo, hein, ils sont sur le continent africain. Bon, si vous voulez, ils sont bruns ou noirs comme vous, mais attention, attention, ne faisons pas de confusion. Ils n'ont rien à voir avec vous parce que ce qui compte, c'est la culture. L'expression culturelle n'est pas la même. C'est une langue afro-asiatique. Afro parce qu'elle est en Afrique, asiatique parce que les langues sémitiques sont en Asie. Donc voilà la parenté afro-asiatique. Avant, on appelait ça kamito-sémitique parce que c'est des langues parlées par les descendants de Kam. Et qui a dit ça, c'est Greenberg. Greenberg est qui? C'est un linguiste américain de Stanford. Qu'est-ce qu'est Stanford? C'est la meilleure université, la première au monde dans le classement. Donc quand même un gars de Stanford, hein, la première université cotée parmi les listes des meilleures universités au monde, en tête vient Stanford. Même les USL sont troisième. Berkeley, Princeton est deuxième. C'est Stanford number one. Lui, il est là-bas, et toi, tu sors du Congo, on ne sait même pas où ça se trouve sur la carte, hein, Brazzaville, et tu oses attaquer le professeur Joseph Yarchway Greenberg. Be careful, Benga, be careful. Fais un peu attention, quoi, mollo. On aime bien les Africains passionnés, Africa, Malcolm X, Lumumba, ceci. Mais doucement, ici, c'est la science. Doucement. Tu as fait tes preuves, Greenberg, quand même. Ben, enfin, hein, n'attaquons pas pour attaquer. J'ai dit non, je n'attaque pas pour attaquer. Vous qui parlez de Greenberg, vous l'avez lu? Dit, on n'a pas besoin de lire Greenberg, tout ce qu'il fait bien. J'ai dit justement, quelle est cette épistémologie qui dit qu'on ne lit pas ce qu'un tel fait, ce qu'il fait, on ferme les yeux, c'est bien. C'est une mauvaise épistémologie. Moi, j'ai dit, j'ai lu Greenberg. Techniquement, voici ses défauts. Il aligne des vocables égyptiens ou acadiens ou d'autres langues là. Mais j'ai compté. Sur 100 vocabulaires qu'il prend, les mots égyptiens, c'est 74. J'ai compté, 74 mots égyptiens. Et dans ces mots 14 égyptiens, il y a beaucoup de faux. Voilà. Et il y a beaucoup d'absents aussi. Il laisse blanc. Alors, donc, sa documentation est très maigre. Hein? Les données égyptiennes qu'il emploie sont maigres. Un. Deuxièmement, il emploie une méthode qu'il est le seul employé au monde lorsqu'il s'agit de linguistique comparée et historique. Parce qu'avec ça, je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe nulle part. Même les livres classiques ne disent pas ça. C'est sa méthode massive. C'est-à-dire, plus j'ai des faits, plus c'est vraisemblable. Or, il n'a pas beaucoup de faits, donc il a moins de vraisemblables du coup. Donc, le fait qu'il amène peu de faits détruit même sa propre manière de faire. Tandis que l'autre méthode, même si j'ai peu de faits, c'est leur analyse qui compte. Lui, Greenberg, il n'analyse pas. Voilà les défauts de sa méthode.
Je ne suis pas le seul à le critiquer. Un tel linguiste américain qui n'est pas moins fort, qui est de Chicago, l'a critiqué aussi. Un Hongrois de là-bas aussi l'a critiqué aussi, même plus violemment encore. Bon, voilà. Voilà la critique qu'on peut faire de Greenberg. Mais qu'à cela ne tienne, Bon. Il dit oui, mais il y a Eret aussi, un gars de UCLA qui a fait ça. UCLA. Alors, ils ont fait comme ceci. C'était un grand débat. Ils m'ont invité à Barcelone. Ils l'ont invité. Et puis ils ont invité un égyptologue aussi de Vienne. Lui, il connaissait un peu le Swahili. Donc ils m'ont mis comme ça au milieu. Eret là et le gars là ici. Il a exposé. Et puis on devait en faire la critique. C'était comme ceci. Le gars là a fait comme ceci. Il a pris, il donne à l'ordinateur 100 mots d'une langue, 100 mots d'une langue, 100 mots d'une langue, 100 mots de l'égyptien, 100 mots. On voit dans le dictionnaire. Après, il construit un ancêtre commun prédialectal, lui-même. Il demande au dictionnaire, puisque je t'ai donné l'ancêtre commun, puisque je t'ai donné 100 mots de chaque langue, pour cet ancêtre commun, ressors-moi les langues qui renvoient à cet ancêtre commun. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Il a fait ça. Bon. Et puis il a laissé trop de blanc dans l'égyptien ancien. J'ai dit, mais enfin. Bon, moi, ça ne me fait rien, c'est le débat. Moi, je vais remplir les vides laissés par votre ordinateur, par vous, même pas par votre ordinateur. Et j'ai dit, bon, pas la peine de parler long, c'est un peu technique. Votre ordinateur a raison. Parce que quand vous dites, donne-moi la racine commune pour ça, l'égyptien ancien, il met blanc. Donnez-moi, il met blanc. Alors, si j'en remplis le blanc qu'il laisse, vous voyez bien que la parenté ne matche pas avec les langues de votre comparaison. Je lui ai fait la démonstration. Alors, comme ils avaient dit qu'on va tout publier, tous les résultats du débat, on va tout faire. Ils avaient mis des femmes là pour faire les vidéos, les films, pour enregistrer. Une dame espagnole bien pimpante devait faire diriger les modérateurs. Bon, ils ont appelé certains noirs contre moi. Ils ont monté je ne savais même pas, ils avaient monté ça. Et quand ils ont publié les actes, ils n'ont même pas dit que j'étais participant. Même pas. Il n'y a même pas mon nom, rien. Blah, ils ont laissé tomber ça. Moi, je les ai appelés après, téléphoné, j'ai dit, mais vous n'êtes pas honnête. J'étais au moins participé à ce colloque, parce que vous étiez battu, que vous avez dit, oh oui, mais la secrétaire a fait une erreur. J'ai dit, c'est faux. L'erreur de quoi? De ne pas me mentionner comme simple participant, alors que moi j'ai exposé, mon nom était là, non, vous racontez votre vie. Enfin bref, cette affaire du colloque du Caire, on est sorti victorieux, vous lisez les résultats du Caire, à tous les points de vue, race, langue, culture, l'Égyptien ancien, les Sonerons, le clan, tout le monde a dit que c'était comme ça. Les actes sont publiés par l'UNESCO. Mais, comme ils veulent toujours croire qu'ils ont toujours raison, ils ont écrit un livre avec les Fauvel, là, les Vernus, les Africains, je ne sais pas quoi, de l'Égypte aux Amériques, un truc comme ça, là, chez Cartala. Pour canarder chez Kandia Diop, peut me canarder. Et ils étaient 19 dans leur livre, là. Ils ont vraiment injurié les gens, quoi, qu'on ne vaut rien, que ça ne vaut rien, etc., etc. Et rien, quoi. On fait de les devinettes, qu'il faut la vraie science. Bon. Comme c'est la polémique, j'ai polémiqué pour les autres, là. Mais surtout il y avait 2 égyptologues. Là, je n'ai pas polémiqué. Lui, je l'ai analysé presque point par point ce qu'il raconte. Le résultat que j'ai écrit que lui, il est un menteur scientifique, un menteur. Parce que ce qu'il raconte, nulle part, s'il est capable, il n'a qu'à me donner le texte égyptien qui dit ce qu'il dit. Il a fabriqué ça, et c'est mal fabriqué même. Il n'a qu'à produire, il n'y a pas de texte, il ment. Moi, ce que je dis là, sur ça, ce mot égyptien, voici le texte. Il n'a qu'à aller à Luxor, in situ, à Luxor, à l'entrée,
à droite, il y a un colosse assis de Ramsès. Au dos de ce colosse, il y a un texte hiéroglyphique laissé par les Égyptiens eux-mêmes. Il n'a qu'à lire ce texte, c'est ce texte qui est ma référence. Et voilà, c'est ce texte que je traduis, que j'emploie, le mot que j'emploie. Lui, quel est son texte? Il ment, c'est un menteur. Alors, comment un conservateur du Louvre, un égyptologue conservateur du Louvre, il peut mentir? Donc ce gars, non seulement il a une mauvaise foi, mais c'est un gros menteur en plus. Alors, et puis ce qu'il dit, ça n'a ni queue ni tête. Je l'ai ramassé, ils disent oui, Obenga, il est toujours d'une violence raciste. Il est très raciste. Bon, quand l'égyptologue, là, lui, il était superbe. Moi, je ne fais pas comme les autres. Les autres, ça dit chacun moi, quoi, font, ils jouent, etc. Il a fait comme une récréation, quoi. Je l'ai dit que même un garçon qui a 3 mois ou 3 jours de linguistique ne peut pas faire ce qu'il fait. Il a appris ça où? Alors, moi, parce que je le connais. On était étudiants ensemble. Je le connais, c'est un type orgueilleux. Je dis, je vais le ramasser parce que bon, lui après il a dit, voilà, Obenga me ramasse comme s'il ne me connaissait pas. Tu vois? Et sa femme lui a dit, mais ce n'est plus les singes dans la forêt. On n'est plus des singes dans la forêt. Il dit, il faut les respecter. Ce n'est plus des singes. Hein? On les prenait pour des... Ils sont plus singes de la forêt. Ils sont à Paris, au bord de la Seine. C'est pas au bord du Congo. Donc, alors lui, tu sais, je le connais. Il était très superbe, orgueilleux. Il critiquait même les profs. Il se prenait pour né de la cuisse du sphinx ou quoi. Et je l'ai bien ramassé, mais techniquement, il ne pouvait rien faire. Et depuis, il ne peut plus faire ce qu'il blague. C'est techniquement. Alors maintenant, ils sont défaits. Ils gardent, j'ai vu à Abidjan, on voulait me présenter à leur groupe, à une dame de leur groupe là. Bon. Moi, je ne voulais pas arrêter le gars de Côte d'Ivoire, l'Ivoirien. Je ne voulais pas l'arrêter parce que je dis il va faire une erreur. Bon, c'était trop tard. Il dit, professeur, venez, je vais vous présenter à madame Intel. J'allais l'arrêter, mais c'était trop tard. Je dis, bon, alors. Il a dit, bon, madame, je dis, bonjour, madame, mes respects. Et quand on a présenté, il dit, monsieur Obenga, il dit, oh, les racistes, là. Elle a crié, le raciste, là. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste, mais voici le problème. C'est que les problèmes africains, dans la mesure du possible, on les défendra sans aucun compromis, d'aucune sorte. Et si vous appelez ça raciste, fanatisme, c'est votre vocabulaire. Mais je ne pourrai jamais faire un compromis. D'autant plus que vous, les africanistes, hein, vous parlez des choses dont vous ignorez. Dans votre groupe, là, il n'y a aucun égyptologue. Il n'y a aucun paléontologue. Il n'y a rien. Pourquoi vous prenez les gens pour dire, mais oui, vous êtes raciste? J'ai dit, bon, prenez comme vous voulez. Vous êtes ici venu expliquer les royaumes à Caen, c'est-à-dire les royaumes des Baoulés, là. Les royaumes à Caen. Moi, je me préfère lire les livres écrits par les Ivoiriens, il y a des historiens parmi eux, que de lire vos chiffons-là, de trucs-là. Je dis, oui, mais Obenga, non seulement il est raciste, mais il est impoli. J'ai dit, mais impoli, c'est moins fort que raciste. Puisque je suis déjà raciste, je peux être impoli. Impoli, c'est moins fort. Puisque, j'ai dit non. Après, j'ai dit, bon, venez, on mange à table, on va décider. J'ai dit, non, je ne... C'est bizarre, hein? Tu vois bien qu'ils ont tort, ils ne sont pas sereins, ils ont tort. Donc, voilà, l'Égypte antique, les pharaons, l'Égypte antique, et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons une revue qui existe depuis 1992, qui s'appelle Ankh. Vous pouvez regarder online. Il y a une revue. Tous les égyptologues africains, ils écrivent. On a créé un centre d'enseignement d'égyptologie à Paris. Aujourd'hui, c'est un Burkinabé qui prend la langue en charge. L'enfant de Cheikh Anta Diop est là. On a des physiciens nucléaires. L'enfant de Cheikh Anta Diop. On a des mathématiciens, Fouguin, c'est un Camerounais. On a un astrophysicien, c'est un Camerounais. On a un mathématicien qui enseigne les mathématiques à Jussieu, c'est un Togolais. On a un philosophe, égyptologue, c'est un Burkinabé. On a un égyptologue, Lam, de Dakar, et Sal,
de Dakar aussi. On a un égyptologue aussi, Sarr, qui est sénégalais, mais comme il est marié à une camerounaise, donc il est au Cameroun, il a suivi sa femme, il enseigne, il écrit. Donc il y a une équipe. Il y a une équipe qui travaille, qui est dynamique. Alors, il faut relancer l'équipe de Kinshasa, que Monseigneur Djibangou voulait lancer effectivement sur le conseil de Cheikh Anta Diop. Moi, j'ai formé les premiers égyptologues noirs américains, techniquement, avec doctorat. C'est moi qui les ai formés. Avant, ils ne savaient pas. Ils faisaient l'émotion comme ça, nigro, mais j'ai formé techniquement. Et il est devenu membre de la Société des égyptologues américains. Donc, il est le seul noir là-bas. Et on lui dit, mais habituellement, on connaît le cursus des gens, mais toi, tu as appris ça où? Parce que c'est quand même étonnant. On a vu, on ne connaît pas ton cursus, mais tu connais comme nous, mais tu as appris ça où? Il a dit, mais j'ai appris avec le professeur Obeng. Il dit, oh, yes. Lui, là, on le connaît, yes. Il vit encore, il dit, oui, il est encore un peu solide. J'ai dit, ils peuvent attendre. Hein. C'est pas demain. On a des docteurs africains maintenant. Ils peuvent voir nos cœurs, ils peuvent voir nos artères. Et tout. On tient encore le coup.